erreur de ma part. Je vous propose de commencer notre prochaine session qui est intitulée L'impact du numérique en santé. Donc, vous avez mon avatar, simplement parce que j'ai laissé effectivement à mes collègues et amis les écrans. Donc, vous me connaissez peut-être, je suis Lina Billiette. Je suis professeure de droit et avocat et je suis surtout vice-présidente de la Société française de santé digitale en charge de tout le département sciences humaines de notre société savante. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec Yann-Maël Le Douarin sur l'organisation de ce congrès et notamment d'organiser cette session où le docteur Anna Financia, que vous pouvez voir derrière moi, m'a fait l'amitié d'intervenir, ainsi que le professeur Christina Lidenmeyer, que j'aurai le plaisir aussi de vous présenter dans quelques instants, et également mon ami Alexandre Mathieu Fritz, professeur de sociologie. Vous en êtes d'accord? Et si j'ai bien la confirmation que tout le monde nous entend, bien nous allons commencer cette session que nous avons intitulée L'impact du numérique dans la relation de soins. Parfait. Donc, il s'agit d'une session qui est brève, certes, alors qu'un tel sujet mériterait peut-être des discussions plus longues, mais nous avons voulu vous donner une approche tout à fait particulière en faisant intervenir donc un sociologue, mais aussi une psychanalyste, pour qu'il puisse venir nous donner des éclairages différents d'une situation concrète que va nous proposer le docteur Anna Financia. Alors, Anna, je te propose qu'on soit tous dans le même contexte et ayant le même cas à analyser, que tu nous parles de ton expérience en tant que médecin néphrologue et qui a utilisé la téléconsultation lors de la crise Covid-19 et qui aimerait poursuivre cette sous la direction du docteur Agnès Cayette-Baudouin. Et nous prenons en charge dans notre structure des patients en hémodialyse chronique, des patients en hémodialyse à domicile, en dialyse péritonéale. Et nous avons aussi, bien sûr, une activité de consultation pour le suivi des patients en insuffisance rénale chronique qui ne sont pas au stade de dialyse. Je vais vous parler effectivement du retour d'expérience sur la téléconsultation en période de Covid à Calidial, avec notre objectif premier qui était d'assurer la continuité du suivi et de l'offre de soins en néphrologie, en assurant la sécurité sanitaire des patients et des soignants, dans le contexte de confinement strict qui a été effectif dès le 16 mars. Donc, nous nous sommes réorganisés tant sur le plan médical que paramédical sur chaque site de consultation pour pouvoir assurer ces consultations. Donc, globalement, comment ça s'est passé? Alors, c'est sûr, au début, il y a eu beaucoup de consultations téléphoniques. Et puis, au fur et à mesure du temps, nous avons mis en place un process qui a fait intervenir plusieurs soignants, aussi bien sur le plan médical que infirmiers et que au secrétariat, afin de screener les patients, les prévenir de la téléconsultation et d'effectuer ces téléconsultations sur des plages dédiées prévues. Avec somme toute une réorganisation efficace, que les consultations ont pu être faites dans leur intégralité. Celles qui n'ont pas été faites ont été les consultations qui ont été annulées par les patients. Les consultations de première fois ont été maintenues. Et nous avons observé que les consultations de suivi étaient aisées pour les patients qui étaient déjà acteurs de leur maladie, c'est-à-dire qui avaient eu accès à un programme d'éducation thérapeutique et qui connaissaient les signes de surveillance
et qui pouvaient déjà nous donner, au moment de la consultation, leur poids, leur mesure de tension artérielle, qui avaient préparé leur ordonnance et les résultats d'examen biologique. Et du coup, avec une consultation qui certes était stéréotypée, mais tout à fait fluide. Alors après, on a pris un petit peu de recul avec un temps de réflexion et on s'est rendu compte qu'il était important d'effectuer un travail pédagogique du patient en amont de la consultation et que c'était l'une des conditions nécessaires au bon déroulement de la téléconsultation, avec également un travail de recueil des informations et de préparation de cette téléconsultation, qui était aussi une autre condition de succès de cette téléconsultation. Nous avions à notre disposition plusieurs outils numériques au départ, mais au fur et à mesure de notre expérience, nous nous sommes orientés vers un seul outil numérique pour avancer pas à pas dans cette expérience. Donc actuellement, nous avons un process qui est prêt, qui met en jeu aussi bien le travail médical que paramédical. Nous avons distingué le patient autonome et technophile du patient qui nécessite un aidant. La question du screening pré-consultation et de la préparation à la téléconsultation est très importante. Et nous avons réouvert petit à petit les consultations présentielles lorsque le déconfinement est apparu, en respectant bien sûr les mesures barrières. Et nous avons commencé à panacher téléconsultation et consultation présentielle. Nous avons fait un travail sur le plan médical pour définir quels patients relevaient de la consultation présentielle malgré les mesures sanitaires restrictives, avec notamment la consultation d'urgence, la consultation d'annonce diagnostique. Voilà, donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que nous avions des prérequis techniques et en termes de ressources humaines aussi à Calidial pour assurer la téléconsultation et le télésuivi. Nous avons développé l'activité de téléconsultation pendant la période Covid afin de maintenir le lien avec les patients insuffisants rénaux chroniques non dialysés. Et nous nous posons actuellement la question de la généralisation de cette pratique compte tenu de la forme longue que prend la crise sanitaire Covid. Alors, et c'est justement cette question que se posait Anna qui nous a interpellés, nous, les sciences humaines, si j'ose dire, que se posait la question de la généralisation d'une optique qui est venue donc s'installer dans le cadre d'une crise, qui était certes déjà présente dans le service, mais pas au point que nous a... Ah. Ça va? Vous m'entendez? Oui. Voilà, parfait. Donc, je disais donc que l'idée, c'était effectivement de partir de cette situation où nous avons vu qu'une pratique de télémédecine a été utilisée au sein d'un service, donc tel que nous l'a décrit Anna. Néanmoins, donc aujourd'hui, Anna, la question et son service, la question qu'il se pose, c'est peut-on généraliser cette pratique qui s'est donc certainement développée au moment de la crise, à un moment où il n'y a plus nécessité forcément de prendre en charge à distance les patients. Et à partir de cette question, d'autres se sont posés à nous et on s'est posé effectivement l'impact d'une telle pratique, d'une telle généralisation de pratique. Quel est l'impact pour le patient qui voit en fait cette prise en charge être modifiée du fait du numérique, modifiée du fait de la crise et malgré la crise être poursuivie effectivement dans les habitudes de prise en charge. Et c'est la raison pour laquelle on va donner la parole à Christina Lindenmayer, professeure en psychopathologie et psychanalyste, qui va nous donner justement son point de vue. Donc Christina, je m'adresse à toi. Peux-tu éventuellement nous décrypter avec ton expertise, finalement, quel pourrait être l'impact dans l'esprit du patient quant à la généralisation d'un dispositif qui s'est voulu
provisoire et qu'on aimerait généraliser. Oui, oui, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. D'accord. Bon, d'abord, merci Lina de cette invitation et de pouvoir participer de cette rencontre et échanger avec vous sur ce thème très actuel. Alors, autant dans une situation de crise comme c'est la situation décrite tout à l'heure, ce dispositif peut être très intéressant. Cependant, sa généralisation pose des problèmes assez importants pour les patients parce que les vécus de la maladie pour chaque sujet s'inscrit d'une façon tout à fait différente. Et donc, dans ce sens-là, peut-être pour certains patients, ce dispositif peut convenir, mais pas pour tous. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est qu'un dispositif comme cela soit généralisé, c'est-à-dire soit utilisé systématiquement tous les patients. On peut s'inquiéter concernant les patients qui ont besoin du contact humain, comment ils vont faire pour gérer justement certaines situations qui peuvent être stressantes pour eux. Voilà, donc ça pose plusieurs questions. La question donc du fait que c'est un dispositif qui ne vient pas s'adapter au patient, mais ce qui est exigé, c'est le contraire, c'est-à-dire que le patient, peu importe son fonctionnement, doivent s'adapter au dispositif. Donc ça, c'est une question importante. L'autre question concerne plus particulièrement la dimension relationnelle, qui est une dimension essentielle du parcours du patient, de comment il peut transformer sa situation de maladie en une situation qui peut être intéressante pour lui. Nous avons l'expérience avec certains patients qui peuvent décrire parfois l'expérience des maladies comme étant plutôt positif pour qu'ils puissent se réorganiser autrement. Mais dans cette réorganisation, la relation humaine, que ce soit avec le médecin, mais avec plusieurs intervenants positifs médicaux, elle compte pour beaucoup. Donc voilà, donc ce sont des questions très importantes qui se posent à nous. En plus du fait que... vous m'entendez toujours? Oui, oui, tout à fait. Voilà. En plus du fait que... du coup, j'ai perdu le... oui, en plus du fait que justement cette situation relationnelle qui cadre en fait la dimension thérapeutique, elle est mise en danger, quoi. Pourquoi tu dis qu'elle est mise en danger, Christina? Qu'on comprenne bien, en fait, parce que... Alors, oui. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Oui, parce que en fait, quand on parle de relation, plusieurs éléments, y compris qui sont de l'ordre de la sensorialité, rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire la façon de se comporter, le cadre même concret, hein, le cabinet, les odeurs, le contact visuel, le contact présentiel, qui, avec un outil numérique, nous n'avons plus. Donc, ces éléments-là sont partie prenante de cette dimension relationnelle, à travers de cette dimension relationnelle, qu'un travail justement de transformation de cette situation de détresse peut se mettre en place. Donc, au moment où ces éléments-là qui participent de cette rencontre avec l'autre incarné ne sont pas présents, et ben, tout le travail qui se suit peut être compromis. Alors, si j'entends ce que tu dis, ça veut dire que finalement, tout ce qui relève du sensoriel participe à la thérapeutique finalement du patient,
mais ça veut dire que lorsqu'on transforme la prise en charge à distance, ça sous-entend que finalement, on fait en sorte que le patient ne puisse pas évoluer dans sa maladie de la même façon que s'il était physiquement présent. Si je me souviens nos discussions, tu disais que parfois, la relation physique entre médecin-patient faisait qu'il y avait parfois des moments de défaillance du médecin, des blancs dans la discussion, ou alors un visage interrogatif dans la discussion qui faisait que face à cela, le patient avait quand même un retour qui pouvait l'aider à aller mieux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que finalement, c'est toujours le cas? Oui, c'est-à-dire, évidemment, ça, oui, tout à fait, c'est le cas, sauf qu'on ne peut pas généraliser. Pour certains patients qui sont dans un autre mode de fonctionner au niveau psychique, hein, ils peuvent très bien se contenter du suivi à distance. Par contre, pour d'autres patients où cette dimension, elle est importante pour des raisons aussi en lien avec un fonctionnement psychique, tous ces éléments-là qui constituent le relationnel et qui j'ai nommé en fait dans un travail, la dimension relationnelle couvre en fait un espace de résonance. Et c'est dans cet espace de résonance dans lequel les éléments défaillants aussi de la rencontre humaine sont présents. Ils viennent participer au travail de transformation d'une situation de détresse vers une situation qui peut être positive pour le patient. Tout à fait ça. Ces éléments sensoriels, quand ils ne sont pas présents et dans une situation de suivi à distance, certains éléments sont présents, mais pas tous. La relation, donc la dimension relationnelle, du coup, peut être compromise pour certains patients. Alors, si j'entends ce que tu dis, ça veut dire que finalement, donc la question que se posait Anna de généralité pratique, parce qu'elle considérait que c'était dans l'intérêt du patient, si je t'écoute, c'est en fait pas forcément dans l'intérêt de chaque patient. Si c'est effectivement, voilà, en fait, s'il y a effectivement un intérêt thérapeutique, parce qu'il y a un suivi plus régulier, plus facile à mener avec un patient à distance, il n'empêche que d'un point de vue positionnement esprit-patient, c'est pas toujours ce qui est le plus pertinent pour lui. Est-ce que ça sous-entend, selon toi, même si je suis conscience que la question n'amène pas de réponse aisée, ça sous-entend finalement que les équipes médicales qui proposent une généralisation de la prise en charge à distance d'un patient via le numérique, via la télémédecine, plus précisément, doivent non seulement s'interroger sur l'éligibilité médicale du patient, mais aussi donc, géographique, parce que tout dépend de là où il se situe, les zones blanches posent question, mais aussi sur la capacité qu'a le patient finalement à évoluer positivement dans la relation soin via le numérique ou pas. Parce que cette question dont tu parles, qui est très intéressante, d'espace de résonance, finalement, comme je l'ai compris, elle est particulière à chaque patient. Donc, est-ce que ça fait partie des critères d'éligibilité, selon toi, que les équipes de soins doivent avoir désormais? Oui, alors c'est justement la question, le problème, c'est la généralisation, c'est-à-dire de proposer un dispositif dans lequel ce n'est pas le dispositif qui s'adapte au patient, mais c'est le patient avec ses difficultés qui va devoir s'y adapter au dispositif. Donc, c'est ça le problème qui pose la généralisation. Or, un dispositif qui peut être envisagé aussi y compris à distance, mais que ça soit le patient qui soit demandeur, ça change complètement l'impact psychique sur le patient. Parce que justement, par exemple, certains patients qui sont dans une nécessité psychique de pouvoir compter avec la présence humaine, ils vont pas opter par cette solution à distance. C'est véritablement la question de la généralisation qui pose le problème. Donc, si j'entends ce que tu dis, et finalement, on propose aux patients
pense que c'est un point important que les équipes de soins doivent avoir en tête, parce que c'est vrai que très souvent, on met en place un système, on informe le système, on informe le patient de ce système, et puis on lui demande de consentir, parce que ça, c'est réglementaire, et finalement, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on lui propose, on l'informe, mais on ne peut pas lui dire c'est comme ça et c'est pas autrement. On est bien d'accord. C'est ça. C'est-à-dire qu'on généralise un dispositif, on ne va pas proposer au patient, mais en définitive, on l'impose. Un système qui n'est pas forcément le meilleur pour son vécu de la maladie. Parfois même peut se révéler comme étant pire pour son vécu de la maladie. Justement parce que chaque patient vit sa maladie à partir de son fonctionnement psychique propre. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, sauf erreur de ma part, ce sont des questions qu'on ne se pose pas forcément quand on met en place tout un système visant à être plus efficace, plus efficient dans la prise en charge, mais finalement, il y a aussi tout finalement le psychisme du patient qui ne rentre pas forcément en ligne de compte. Et grâce à ton intervention, Christina, et merci infiniment, ça fera partie des items que les équipes désormais mettront en place pour évaluer la qualité de la prise en charge à distance des patients quand ils décident de généraliser une pratique. Alors, du coup, je vais me tourner vers Alexandre, professeur de sociologie, et qui s'intéresse beaucoup aussi à ces questions de télémédecine. Quand on parle de généralisation, Alexandre, donc on a vu le point de vue du patient, mais j'aimerais que tu nous évoques le point de vue plutôt des professionnels qui font partie justement de ces équipes, qui parfois se voient imposer de généraliser une pratique de soins. Et on aimerait savoir finalement quel pourrait être l'impact par rapport à ces professionnels de santé. Qu'est-ce qui se passe quand on impose finalement à ces professionnels qui ont été formés dans une prise en charge classique physique du patient, et on leur demande au cours de leur carrière finalement de généraliser une pratique pour laquelle ils n'ont pas été formés, en l'occurrence la pratique de la téléconsultation à distance. Est-ce qu'il y a un impact ou pas que d'imposer à une équipe de soins d'exercer finalement, de travailler dans un nouveau cadre d'exercice? Tout à fait, Lina. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à tous les organisateurs de ce congrès et à Lina pour leur invitation. Alors effectivement, tout ce que vient de dire donc le professeur Lindenmayer trouve un écho comme en miroir avec tout ce qu'on observe du côté des professionnels, en fait, des praticiens, à qui on va demander parfois au pied levé de faire de la télémédecine. Le premier point que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est l'idée que les médecins, en fait, s'interrogent encore aujourd'hui, peut-être aujourd'hui plus que jamais, sur la pratique de la télémédecine. Pour une part importante, cette pratique de la télémédecine, entendue ici au sens large, revêt encore un statut flou au plan professionnel. Ce n'est pas parce qu'une partie des praticiens se sont engagés dans des pratiques de télémédecine que la télémédecine, en fait, est pleinement légitime du point de vue professionnel. Il existe encore assez peu de formation. Beaucoup de praticiens sont encore assez peu informés à propos de l'intégration des dispositifs de télémédecine dans les parcours de soins et de leurs effets, de leurs modalités d'usage. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Ce qu'on constate d'un point de vue général, effectivement, c'est une variabilité des modalités d'appropriation des dispositifs de télémédecine. C'est-à-dire qu'on constate que les mêmes dispositifs placés dans des endroits différents sont utilisés de façon très différente, font l'objet de processus d'appropriation qui sont très différents. Pour revenir un peu sur ce que disait donc Christina Lindenmayer il y a quelques instants, dans certains cas, par rapport à cette question de la prise en compte du patient, dans certains cas, on s'aperçoit qu'effectivement, le dispositif de télémédecine va donner lieu à des usages qui sont un petit peu chosifiants, réifiants du patient, qui va devenir objet de soins, tandis que dans d'autres cas, on va avoir affaire en fait à des usages qui sont beaucoup plus contenants au sens psychologique, psychosocial du terme. Tout dépend des modalités d'appropriation justement des dispositifs. Et pour parler de cette question de la généralisation, ce dont on s'aperçoit, c'est que si l'on souhaite que les dispositifs fassent l'objet d'une appropriation par les utilisateurs pressentis, il faut que ces utilisateurs pressentis puissent participer au choix du dispositif, au choix je dirais de ses fonctionnalités intrinsèques, et ils doivent aussi pouvoir décider ensemble des divers types d'usages auxquels doit donner lieu le dispositif, pour quel type de pathologie, à quel moment du parcours de soins et de la prise en charge, etc., etc.
que l'on constate aussi, c'est que donc il s'agit de processus d'appropriation. Je parlais de la réification, de la chosification du patient, qui est un risque parmi d'autres, mais il ne faut pas non plus chosifier, réifier ce processus d'appropriation, puisque ça va évoluer au fil du temps. Et ce que l'on constate justement au fil des usages, c'est que peut s'instaurer un processus d'intimisation, c'est-à-dire que le praticien et le patient, bien que situés à distance, vont rentrer dans un processus, en fait, vont rentrer dans un processus relationnel caractérisé par une place grandissante faite à l'intimité, puisque si le patient est à son domicile, par exemple, eh bien, on va entrer dans sa sphère privée, le patient va nous faire découvrir sa sphère privée, tandis que dans d'autres cas, cette entrée du praticien dans le domicile peut être perçue au contraire comme une intrusion. Tout dépend en fait de la façon dont s'est tissée initialement la relation entre le praticien et le patient. Alors, par rapport aux questions soulevées par le docteur Filancia, effectivement, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que les praticiens développent également des craintes, des incertitudes face aux usages de la télémédecine. Ils ont la crainte de ne pas pouvoir réaliser le travail selon les critères de qualité et de satisfaction qu'ils se donnent, la crainte de ne pas pouvoir faire du bon travail. Et ils se posent la question que j'ai intitulée de la façon suivante, c'est la question du degré de transposabilité des pratiques usuelles dans le cadre du nouveau contexte d'exercice. Dans quelle mesure il est possible de transposer dans ce nouveau cadre d'activité mes pratiques usuelles de travail? Dans quelle mesure il est possible de faire du bon travail? Et si oui, si c'est possible, qu'est-ce que cela me coûte sur le plan pas seulement économique, de l'installation du dispositif, de son acquisition, mais sur le plan organisationnel. On sait que ce n'est pas du tout évident d'organiser donc des séances à distance, surtout s'il y a des séances en présentiel qui viennent également être programmé dans la journée. Il y a également un coût en termes cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a des apprentissages à faire pour pouvoir utiliser le dispositif. Il va falloir parler autrement, se positionner autrement, apprendre à faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire à interagir finalement via un dispositif visiophonique, de visioconférence. Et enfin, il y a également un coût sur le plan social et symbolique, c'est-à-dire que on ne va pas toujours forcément dire qu'on est en train de commencer à faire de la télémédecine, qu'on fait des téléconsultations, par exemple, parce que ce n'est pas encore quelque chose qui a une image pleinement légitime sur le plan professionnel, même si c'est vrai qu'il y a un processus de légitimation, bien sûr, qui est en cours. Actuellement. Alors, que font les praticiens pour dissiper ce flou dont je parlais tout à l'heure et dont je reparlais à l'instant? Eh bien, ils vont développer ce que j'ai appelé des attitudes expérimentales. Ils vont tester, enquêter. C'est-à-dire que l'engagement dans les dispositifs de télémédecine au départ, eh bien, c'est pas un engagement au long cours, c'est un engagement, en fait, qui doit permettre de répondre aux questions, justement, en termes de transposabilité des pratiques usuelles. Et dans le cadre de cette pratique expérimentale, de cette attitude qui vise à tester le dispositif, eh bien, les praticiens se confrontent à diverses impressions de distance, qu'éprouve d'ailleurs le patient. De son côté, une impression de distance sociale, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est situé à distance de son patient et qu'on se voit s'adresser à lui d'une façon parfois moins chaleureuse, plus froide, on se sent moins proche. Il y a quelque chose de l'ordre d'un sentiment diffus, d'une distance vraiment sociale. La distance physique impliquerait une sorte de distance sociale et certains praticiens me disent ça se traduirait aussi dans une sorte de distance au rôle. Je ne joue pas mon rôle comme d'habitude et je ne vais pas finalement être aussi contenu, pour reprendre cette expression, que d'habitude. L'impression de distance, elle est aussi cognitive en tant que praticien. Je perds la vue rapprochée, l'audition fine, l'odorat, le toucher. Donc, il est plus difficile d'élaborer le jugement professionnel à distance, surtout s'il n'y a pas d'outils connectés au dispositif et que j'en ai besoin pour faire mon diagnostic. Alors après, on peut mettre en place un système de délégation de tâches, etc. Mais là, encore une fois, ce n'est pas évident. Dans quelle mesure je peux travailler dans ce nouveau cadre où je vais devoir déléguer des tâches à quelqu'un d'autre, un autre praticien éventuellement, ou à un aidant situé aux côtés du patient. Enfin, une impression de distance émotionnelle, les praticiens se confrontent à ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que le dispositif véhicule mal les émotions qui sont manifestées, éprouvées par le patient. Encore une fois, on a moins d'informations, donc on constate peut-être moins facilement les émotions manifestées et éprouvées par le patient. Je le disais également, quand on développe ce type d'attitude expérimentale, eh bien, on va se confronter à des problèmes organisationnels. Il n'y a pas seulement des problèmes d'interaction auxquels on assiste dans le cadre de la mise en place de la télémédecine et de la téléconsultation en l'occurrence. Il y a aussi des problèmes d'organisation. Cela ne va pas de soi que de faire fonctionner
de façon satisfaisante un dispositif de télémédecine suite à une séquence, à une série de consultations en face à face. Enfin, je voudrais terminer sur, j'ai encore deux petits points et je tiens les délais, je m'efforce de les tenir en tout cas. Un autre problème tout à fait spécifique et qui est propre aux téléconsultations et certainement à la télémédecine d'un point de vue peut-être plus général, c'est ce que j'ai appelé un problème d'imputabilité des difficultés. On a du mal à savoir finalement quelles sont les sources des difficultés que l'on rencontre. Est-ce que les difficultés que j'ai à poser un jugement professionnel et à élaborer un diagnostic à distance de mon patient est liée à la difficulté intrinsèque du cas clinique de ce patient que j'aurais de toute façon du mal à prendre en charge finalement en face à face, ou est-ce que c'est lié au fait de devoir travailler à distance, au fait justement d'avoir moins d'informations cliniques, au fait de devoir parfois déléguer certaines tâches, etc. etc. Est-ce que c'est pas lié à ces deux phénomènes à la fois? La question se pose et même si on trouve le délégataire parfait qui va réaliser les gestes de façon tout à fait satisfaisante, eh bien on pourra toujours se poser cette question de l'imputabilité ou du problème d'imputabilité des difficultés, eh bien va se poser. Enfin, j'en terminerai par cette dernière idée. L'enjeu aujourd'hui est de faire tomber les barrières de connaissances qui sont liées à la télémédecine. L'enjeu aujourd'hui est la formation et l'information des praticiens, formation notamment dans le cadre des cursus au sein des facultés de médecine en formation initiale. Donc l'enjeu, c'est celui de la formation et de l'information. C'est précisément ce à quoi s'emploie l'ASFSD aujourd'hui, et notamment avec l'Université de la médecine digitale. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci Alexandre. Merci infiniment pour, effectivement, tu as tenu les délais. Alors, j'entendais, finalement, je vous entends tous les deux, suite à la présentation qu'a fait Anna. Donc, je voudrais juste qu'on ait en tête cette idée de Anna qui disait on souhaiterait généraliser une pratique qui a bien fonctionné. Et finalement, de cette question tout à fait innocente et bienveillante, vous vous rendez compte qu'il y a des aspects qui sont totalement ignorés par les équipes de soins. Non pas que c'est volontaire, c'est juste que ça ne paraît pas évident. Donc, il y a aussi, donc, certes, pour que ça fonctionne, pour que la prise en charge à distance d'un patient grâce aux technologies, eh bien, certes, il doit y avoir un projet médical, il doit y avoir des outils de bonne qualité, de bons réseaux pour faire circuler effectivement les données. Néanmoins, vous voyez bien qu'il n'y a pas que ça, parce qu'on est en train quand même d'une relation humaine qui a été utilisée, qui a été aussi qui doit être utilisée aussi dans la prise en charge du patient. Et on a entendu Christina Lindenmayer nous dire à quel point pour le patient ça pouvait être impactant. Et on s'est rendu compte avec Alexandre que finalement cela aussi, ça pouvait avoir un impact sur le professionnel de santé, expert de sa prise en charge physique, mais à qui on va demander de travailler autrement sans pour autant avoir été formé. Alors, ce sont des mots qui sont peut-être dits inconsciemment, formulés inconsciemment dans l'esprit, à la fois du patient et des équipes de soins, mais pour le coup, dans le cadre de cette session, ce qu'on voulait faire, c'est de mettre justement la lumière sur ces mots qui peuvent parfois, lorsqu'ils n'ont pas été entendus, compris, anticipés, entraîner l'échec d'une prise en charge qui méritait de fonctionner, mais qui, en ignorant ces aspects pourtant déterminants, eh bien, voilà, échoue. Donc, l'objectif de cette session était de vous apporter la lumière sur ces points de vue. Et si vous voulez, bien sûr, poursuivre les réflexions que Christina Lindenmayer ou Alexandre Mathieu-Fritz vous ont exposées, je vous invite à peut-être lire ce qu'ils ont essayé de démontrer à travers des travaux de recherche. En l'occurrence, Alexandre Mathieu-Fritz est sur le point même d'ailleurs est en train de mettre sur le marché son ouvrage « Le praticien, le patient, les artefacts, genèse des mondes de la télémédecine » aux presses Bin, et Christina Lindenmayer, qui elle aussi vient de sortir un ouvrage intitulé « Santé connectée » qu'elle a dirigé aux éditions Les Essentiels d'Hermès TNRS. Voilà, donc néanmoins, on est tout à fait à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez, ou peut-être discuter avec vos propres expériences. Alors, en attendant peut-être que les questions arrivent, je vais me tourner vers mes amis pour peut-être faire état d'un propos qui est souvent tenu
par ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus par la pratique de la télémédecine, qui viennent dire que la télémédecine, finalement, c'est une forme de médecine dégradée. Est-ce que, au regard de ce qui a été soulevé à l'instant, est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on peut éviter ça si c'est le cas ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Si Alexandre ou Christina. Oui, Christina, oui. Comme tu veux. Vas-y Alexandre, je dirais après. Quelques éléments de réponse. Alors effectivement, la crainte que tu évoquais, Lina, à l'instant, effectivement, est manifeste. Hein, ça fait partie des craintes. Tous les représentants, je dirais, de la SFSD le savent par ailleurs, puisqu'ils ont été fortement sollicités durant les périodes de confinement, notamment la première, pour justement avoir des réponses à ça. Mais si je fais de la télémédecine, est-ce que je vais me confronter en fait à une sous-médecine, à une télémédecine de guerre? Est-ce que c'est encore de la vraie médecine? Est-ce que c'est une vraie Est-ce que c'est une vraie consultation que la téléconsultation? Je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive à apporter à cette question. En tout cas, moi, mon sentiment, c'est que ce n'est pas une médecine dégradée. C'est d'ailleurs tout le combat de la SFSD, c'est de montrer qu'on peut assurer un service médical rendu qui, du point de vue des praticiens, encore une fois, moi, je suis pas médecin, hein, je tiens à le rappeler. Ce que j'entends, en fait, moi, je ne fais que rapporter en fait les propos et analyser les propos des praticiens. Ce dont on s'aperçoit, c'est que justement, l'enjeu, c'est non seulement de réaliser, d'assurer la même qualité de service médical et en même temps peut-être de l'augmenter. Pour ça, il faut aussi que l'environnement, je dirais à la fois social et technique, puisse s'y prêter. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir associer au dispositif technique bien des outils métiers connectés, des équipements biomédicaux. Il faut pouvoir, si on doit déléguer des tâches, et bien peut-être assurer une formation à certains délégataires pour que certaines tâches soient déléguées. Moi, ce que j'ai vu dans des dispositifs justement très poussés, très complexes en termes notamment d'équipements biomédicaux, c'est qu'on n'assistait pas à une médecine dégradée du tout. C'est vraiment pas en ces termes que la question se posait. La question se posait plutôt au niveau des questions que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les praticiens, il faut vraiment rentrer de plein pied dans cette subjectivité des individus au travail pour essayer de comprendre les questions qui se posent dans leur fort intérieur. Et c'est ces questions-là qu'il faut essayer de résoudre. Et je pense que la façon de les résoudre, précisément, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement l'information, mais la formation des praticiens pour justement leur apprendre à travailler dans un nouvel environnement. Donc moi, ma réponse serait quand même plutôt négative à ta question. Est-ce que la télémédecine donnerait lieu à une médecine dégradée? Non, je pense que l'idée, c'est justement peut-être de couper, de tordre le cou, de couper court à cette idée, en fait. Merci Alexandre. Oui, je suis la de prendre, mais j'accentuerai un peu plus le danger dans lequel toute la dimension relationnelle s'y trouve. Parce qu'on voit qu'il y a une certaine tendance justement à écarter très vite cette dimension relationnelle qui est en fait essentielle également dans le travail que le médecin ou qui d'autres professionnels de santé réalisent. Donc, certes, les outils techniques sont des outils intéressants qui peuvent être utilisés d'une façon intéressante. Le danger, ce n'est pas tant une utilisation intelligente, mais ça serait de déléguer à ces outils c'est que l'être humain, en fait, remplit cette dimension relationnelle. Ça, c'est particulier à l'être humain. Et ça, les outils techniques ne peuvent pas assurer. Donc, je suis d'accord avec ce qu'il dit Alexandre. Cependant, j'attire quand même l'attention sur ce danger, surtout concernant le relationnel. Et le fait que ne perdons pas de vue et que cette dimension, elle est quand même essentielle et qu'un outil, un dispositif technique ne peut pas du tout la remplacer. Merci Christina. Docteur Financia, vous avez le mot de la fin. Est-ce que finalement ce qui a été dit vous aidera à répondre à la question que vous êtes posée sur la généralisation de votre prise en charge à distance des patients malades chroniques? Alors oui, merci pour ces échanges. Effectivement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que ce que je vais retenir surtout de la présentation, c'est qu'il faut des temps de réflexion
en plus des actions. C'est vrai que dans notre travail, on est toujours amené à produire, à s'adapter, à faire beaucoup. Et je pense que c'est important de se dire aussi, ben oui, il y a le temps de production, mais il y a aussi les moments où il faut réfléchir, se poser, prendre de la hauteur. Et on peut prendre de la hauteur seul ou en équipe. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Si y a des questions dans la salle? Bon, écoutez, il me reste alors à remercier Alexandre, Anna et Christina pour les lumières qu'ils nous ont apportées aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation.